Certains grands artistes, c'est le cas notamment pendant tout ce qu'on a appelé la bohème littéraire de la fin du 19e siècle, meurent dans une misère totale, misère qu'ils considèrent comme vertueuse parce que justement elle est une garantie qu'ils ne se sont pas compromis avec le marché. On peut dire que ça fait 2,2% du PIB, plus de 600 000 emplois en France, donc c'est un secteur quand même assez considérable de l'activité économique en elle-même, mais on peut aussi considérer que la culture a un effet de rayonnement sur d'autres secteurs d'activité, qu'elle produit des externalités positives. La présence, par exemple, dans une ville telle que Paris, de monuments historiques, de musées, d'infrastructures culturelles, de théâtres, produit un effet d'attractivité touristique qu'on a en même temps beaucoup de mal à mesurer. On est dans un secteur culturel qui ne peut vivre sans la subvention. Le spectacle vivant ne peut générer de bénéfices de long terme et même génère des pertes qui ne peuvent pas être compensées, même par des succès conséquents. Donc à partir de ce moment-là, il y a un manque à gagner. La subvention publique devient le garant d'une sorte d'indépendance artistique, d'autonomie des artistes face à la loi du marché, qui, si elle s'appliquait, conduirait à la raréfaction radicale de l'offre, justement, de spectacles dans un pays comme la France. Cette relation est extrêmement ancienne, elle date de l'époque des rois. Pour le roi Louis XIV, par exemple, qui est quand même une des figures les plus dominantes dans le domaine des politiques culturelles, la culture était un moyen bien plus périn, bien plus durable que les batailles, les conquêtes militaires, de s'inscrire dans l'histoire. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement réussi, puisqu'il a produit le château de Versailles, qui aujourd'hui encore est un des joyaux de la culture française. La tradition donc de cette intervention directe de l'État sur la culture s'est ensuite perpétuée à travers les différents régimes. Elle a pris un tour nouveau avec la Troisième République. On s'est interrogé sur la question de savoir comment on pouvait faire peuple ensemble. Et la culture est devenue à ce moment-là une sorte de socle républicain, de culture partagée. Et puis le troisième point d'inflexion, ce serait l'après-Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a une sorte de gouffre philosophique. Le monde occidental, en tout cas, à ce moment-là, réalise l'extrême fragilité de la culture, l'extrême volatilité des valeurs dont elle est porteuse, des valeurs, on pourrait dire, humanistes. Et la culture devient, en France en particulier, mais aussi dans une grande partie de l'Europe, une sorte de garant démocratique. Effectivement, il y a un échec des politiques culturelles, effectivement. Il y a une réflexion à mener sur les facteurs d'inhibition de l'accès à la culture, sur peut-être les logiques d'intimidation d'une certaine image qui est encore entretenue aujourd'hui par les élites cultivées autour de la culture, l'idée de l'entre-soi, l'idée d'un art très codé, d'une forme d'art qui ne concernerait pas tout le monde, alors que la culture est, sinon un service public, enfin de fait en France elle l'est, mais en tout cas un patrimoine commun pour l'humanité, notre fonds commun d'humanité. Donc il faut œuvrer concrètement, humblement, sur le terrain, comme le font d'ailleurs de très nombreux acteurs du secteur culturel, à ce travail de démocratisation qui est toujours à refaire. En France, le mécénat privé est infiniment plus réduit que le mécénat public. Et donc on a un effet de déséquilibre qui est entretenu, à la fois par le monde de l'entreprise, qui pendant longtemps a été assez hostile à l'art et aux artistes, considérés comme des assistés, des parasites, et par les artistes eux-mêmes, qui considéraient l'entreprise comme le grand capital, qui cherchait donc à remettre en question leur génie, qui évidemment ne pouvait s'accommoder d'aucune règle, et en particulier marchande, mais pas seulement. Cette question est beaucoup plus fluide. En Angleterre, aux États-Unis, à plus forte raison, où on a des très grands capitaines d'industrie, des grands industriels qui ont été aussi d'immenses collectionneurs et qui ont fait don, souvent à titre posthume, mais parfois même de leur vivant, de leur collection à des musées. J'ai une admiration pour les peintres, moi tu peux pas savoir. Là, je viens d'acheter des tableaux des artistes pas connus encore, hein, mais qui vont me rapporter un maximum de pognon.